Bon, une fois n'est pas coutume, mais comme vous le savez, il n'est pas spécialement de mon habitude de parler de puissance comme sujet principal de vidéo. J'en ai pourtant fait pas mal de vidéos autour de ça pour traiter de certaines choses qui me tenaient à cœur et aujourd'hui on va, à travers cette nouvelle vidéo, parler de la puissance du trio iconique des Mugiwara, celui qui est présent dans la majorité des débats chez les fans au même titre que la fameuse question du fameux Amiral vs Yonko. Je parle bien évidemment du Monster Trio, à savoir Luffy, Zoro et Sanji, pour se donner une idée de la puissance qu'ils vont atteindre à la fin de l'arc Wano Kuni. Mais bien évidemment, on ne va pas s'arrêter à débattre et théoriser que sur leur puissance, on va aussi analyser les personnages en eux-mêmes et cette fameuse histoire du Monster Trio. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Ce qu'il faut savoir est qu'il est très important de faire la part des choses entre les inventions et les délires de fans et ce que l'auteur a introduit et développé dans son manga. En effet, si le Monster Trio est devenu un argument de débat, une chose naturellement utilisée et citée par les fans comme si cette dernière faisait réellement partie du manga, il faut bien comprendre que la réalité est totalement différente. À aucun moment, dans One Piece, on parle de Monster Trio. Il y a bien un trio de Mugiwara plus fort que le reste de l'équipage, comme les fans l'ont compris et souligné, ainsi beaucoup mettent en avant que Sanji ne ferait dès lors plus partie du Monster Trio, car Oda ne l'a pas dessiné sur la même page que Luffy et Zoro lors de l'affrontement des Mugiwara contre les gardes côtiers d'Onigashima, alors que cette histoire de Monster Trio est inventé par les fans et qu'il était logique de mettre en avant plutôt Jinbei qui venait de rejoindre officiellement les Mugiwara à ce moment-là plutôt que Sanji. De plus, on peut trouver des personnes qui comparent la réunion de Mugiwara à Onigashima face à Queen et King et les Numbers à celle de l'île des hommes poissons et considèrent que Sanji aurait aussi perdu sa place et son poste car il est en retrait vis-à-vis de Jinbei cette fois-ci aussi. Alors qu'encore une fois, nous sommes dans l'arc où Jinbei rejoint enfin officiellement les Mugiwara et qu'ils sont tous réunis et est enfin présent aux côtés de ses Nakama pour la première fois en tant que tel. Sans oublier que Jinbei a toujours agi comme un garde du corps pour Luffy comme on a pu le voir à Marineford, cela nous prouvant donc rien puisque parmi les réunions des Mugiwara devant les antagonistes de l'arc, eh bien dans celle d'Enies Lobby, la plus populaire et appréciée des fans, nous remarquons que Sanji a laissé sa place aux côtés de Luffy à Sogeking, puisqu'il y avait eu tout le délire de Usopp et Luffy à Water 7. Sans oublier que Sanji est très certainement le plus rapide des Mugiwara, après son capitaine Luffy, et qu'il n'a donc pas besoin de rester collé à lui pour intervenir rapidement. Et j'ai décidé de commencer la vidéo par cette explication pour bien faire comprendre à tous ceux qui cherchent la petite bête pour critiquer Sanji qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, son traitement n'a jamais changé. Avant l'ellipse, Oda aussi par moments l'effaçait durant un arc pour que son retour soit encore plus efficace, et cela a toujours été comme ça. Et maintenant que j'ai pu expliquer tout cela, je reviens au fameux ne pas prendre ses fantasmes, ses idées de fans pour la réalité. Le Monster Trio est un concept inventé par les fans, Oda n'a jamais parlé de Monster Trio. Ce qu'il a fait était de créer un équipage avec un capitaine, un second proche du capitaine d'un point de vue puissance et une certaine rivalité entre le second et le cuistot qui se démontrait aussi par leur capacité. Et si Oda a fait ça, c'est pour une raison assez basique que beaucoup essayent d'oublier. En effet, il est toujours intéressant de citer les qualités d'écriture de l'auteur, qui est très certainement sa plus grande force avec son imagination, mais n'oublions pas que One Piece reste un manga et une œuvre destinée à vendre et faire de l'argent, et que l'auteur n'est très certainement pas le seul derrière. Les éditeurs, surtout au début de l'aventure One Piece, avaient leur mot à dire et cette rivalité pourrait très certainement être du fanservice en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'un traitement très populaire dans les mangas de ce genre, à savoir les shonen neketsu. Bref, tout ça pour dire que le Monster Trio n'existe pas en réalité et que c'est une invention des fans, que nous pouvons bien évidemment utiliser. Je ne vous dis très certainement pas de ne plus utiliser ces termes, pour preuve je les ai utilisés pour mon titre de vidéo, mais je vous propose juste une analyse de la réalité de l'équipage des Mugiwara à ce niveau-là, pour remettre les choses à leur place et réattribuer sa place à Sanji. Sanji a toujours été parmi les plus forts des Mugiwara, a toujours une certaine rivalité avec Zoro, est toujours aussi proche de son capitaine et est toujours aussi stratège et intelligent. Et l'arrivée de Jinbei n'a rien changé à ce niveau-là. La seule chose qui a potentiellement changé est que Jinbei pourrait rejoindre le groupe des plus forts Mugiwara, le faisant passer de 3 à 4. Les 3 déjà présents étaient bien évidemment ceux ayant donné naissance au fameux Monster Trio chez les fans, c'est-à-dire Luffy, Zoro et Sanji. Ainsi, il serait plus cohérent pour les fans de changer leur appellation en Monster Quatuor plutôt que de dire que Sanji est évincé du Monster Trio. Car si vous remarquez, il n'y a jamais eu de hiérarchie de puissance dans l'équipage des Mugiwara. Personne ne sait si Chopper est en réalité plus fort que Nami ou pas, même si nous pouvons théoriser sur ça. Seuls Luffy, Zoro et Sanji sont sujets à ces débats et à cette idée car ils ont toujours battu les 3 plus forts des antagonistes. Ainsi, l'arrivée de Jinbei ne doit pas effrayer ou contraindre les fans des Mugiwara car cela ne changera très certainement
absolument pas, puisque depuis le début de la saga Yonko, on commence à avoir un nouveau format. En effet, les Yonko ont pour la plupart plusieurs commandants sur leurs ordres, et il est fortement possible que Jinbei, Sanji et Zoro représentent les futurs commandants de Yonko entre guillemets, comme les fans aiment l'appeler, pour les Mugiwara. C'est pour cette raison que l'arc Wano Kuni est sujet au parallélisme avec Thriller Bark et que nous avons peu de chances de voir des combats individuels, car même si pour la majorité des Mugiwara nous n'avons pas encore vu leur niveau maximal, puisqu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un duel épique repoussant leurs limites contrairement à Luffy depuis l'ellipse, et ça fonctionne aussi bien pour Brook que Sanji et Zoro, eh bien on peut se demander si Eiichiro Oda compte abandonner l'écriture qu'il faisait si bien, c'est-à-dire l'adversité et les combats pour les Mugiwara. Une chose qui me fait personnellement peur puisque depuis l'ellipse, seul Luffy parmi les Mugiwara a en réalité la chance d'avoir le même traitement que depuis le début du manga. Mais bien évidemment, cette idée me déplaît personnellement, mais ce n'est pas une critique. Il est possible que Oda laisse tomber les duels et les combats individuels jusqu'à la fin du manga sans que cela n'apporte de réelle incohérence, etc. Puisque Mihawk disait déjà à Marineford que le véritable pouvoir de Luffy était de se créer des alliés, un pouvoir cliché des shonen neketsu qui amènerait à des situations clichés dans la suite du manga, hélas. Et si One Piece est réputé pour son originalité et ses prises de risques, cela ne veut pas dire qu'il brise les codes du neketsu, bien au contraire. Mais dans tous les cas, nous savons que les trois plus forts Mugiwara, surnommés le Monster Trio, a un véritable niveau de puissance, mais aussi et surtout une courbe d'évolution exponentielle grâce à leur ambition et grâce à leur entraînement acharné et leur talent et le fait qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour parvenir à leur fin. Si le terme haki se traduit par fluide, il se lie aussi ambition en japonais, me permettant de créer une théorie simple mais efficace liant le haki à l'ambition de son utilisateur. En effet, l'exemple le plus parlant reste Kobe. Lorsque ce dernier avait un rêve mais pas l'ambition nécessaire pour le réaliser, il était faible, petit, frêle, etc. Alors que quand il fut motivé par Luffy, de qui il prendra exemple par la suite, son ambition grandira pour ressembler à celle du protagoniste et son évolution le prouvera puisqu'en très peu de temps, il grandira physiquement, évoluera et gagnera en puissance, apprendra à maîtriser le Soru et même ses hakis s'éveilleront assez rapidement, donc à la fin de Marineford. Et là où c'est intéressant, c'est que nous savons que Luffy a une ambition sans limite pour réaliser son rêve, à savoir devenir le roi des pirates. C'est pour cette raison que son haki se développe aussi rapidement. N'oublions pas que Rayleigh avait prévu 2 ans d'entraînement pour apprendre à Luffy les bases du haki, ce que Luffy a pour finir assimilé en 18 mois, soit 6 mois plus tôt que prévu par l'ancien second du roi des pirates. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette ambition est partagée par les Mugiwara. Si Zoro veut devenir le meilleur épéiste du monde et Sanji veut trouver All Blue, le rêve de leur capitaine est aussi leur ambition personnelle, comme on a pu le voir durant l'arc Thriller Bark où les deux étaient prêts à mourir pour que Luffy puisse continuer son aventure. Sans oublier le fait que durant l'ellipse, tous les Mugiwara ont décidé de s'entraîner sérieusement et de faire ce que seuls pouvaient faire avec un seul objectif en tête, celui d'épauler Luffy dans le nouveau monde et de faire de lui le nouveau roi des pirates. Et c'est cette ambition qui vient compléter leur propre ambition liée à leur rêve personnel, poussant les Mugiwara à évoluer aussi rapidement, donnant un avantage à Luffy d'avoir créé un véritable équipage avec affinité et de forts liens entre eux. C'est pour cette raison que parler du rêve de Sanji comme un blocage de son évolution et ses possibles power-up ne fonctionne pas selon moi, même si bien sûr Zoro aura toujours une avance d'un point de vue ambition qui se traduira par son niveau et ses haki, puisque Zoro a en plus de son ambition de faire de Luffy le roi des pirates, une énorme ambition liée à son propre rêve qui lui demande énormément d'efforts et qui sera la consécration de sacrifices, d'entraînement et d'efforts continus sur des années et des années. Le dernier point à souligner sur l'évolution du Monster Trio est selon moi les power-ups récents qu'ils ont eu. Je suis personnellement un peu déçu de celui de Zoro car ce dernier est mal introduit selon moi, donnant l'impression d'être une facilité scénaristique. En effet, Zoro jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais volontairement séparé d'un de ses katanas. Les rares fois où il a dû changer de katana, c'était parce que la précédente lame était détruite. Et alors qu'il a gagné Shisui après un combat, le rendant digne et méritant de le récupérer, Enma tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, au sacrifice de Shisui qui lui liait Ryuma à Zoro. Sans oublier le fait que Hiyori vend Enma comme la seule lame capable de blesser Kaido, ce qui intéresse fortement Zoro dans son choix, mais on a pu voir que pour finir, n'importe quelle lame accompagnée du Ryuo pouvait transpercer la peau de Kaido, puisque les fourreaux rouges ont pu faire saigner l'empereur. Pour terminer sur ce point, pourquoi Enma a une particularité liée au haki que Shisui ou le Wado Ishimonji n'ont pas, alors qu'ils font partie de la même catégorie de lames, à savoir les 21 Owazamono, et que le Wado Ishimonji et Enma partagent même le même forgeron, à savoir
Shimotsuki Kozaburo. J'espère personnellement que cela sera développé par la suite, car si déjà mal introduit, cela ne veut pas dire que l'idée est mauvaise, là où le Red Suit, lui, reste cohérent et logique pour Sanji et a été introduit déjà bien avant. J'ai déjà donné mon avis sur le Red Suit dans les vidéos sur Sanji, donc je ne reviendrai pas dessus, mais pour moi le Red Suit est très bien introduit et très bien utilisé. Ainsi, Sanji avec son Red Suit a une résistance comparable à celle d'un Zoan antique, et on a pu le voir encore récemment contre King, puisque ce dernier s'en sort sans blessure grave, malgré la colère et l'attaque de King. Et si beaucoup pensent que les Mugiwara sont trop faibles que pour vaincre tel ou tel ennemi, ils oublient hélas le plus important. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais vendre les Mugiwara avant la fin d'un combat. Que ce soit Luffy et Zoro qui se sont fait exploser contre Lucci à Water 7 avant de se venger parfaitement contre le CP9 et Enies Lobby, Luffy face à Katakuri, etc. Nous ne savons même pas quel est leur niveau maximal, et ils ont toujours eu la capacité de se relever et de devenir plus forts durant le combat. C'est pourquoi avec les événements de Wano Kuni, il est selon moi tout à fait possible que Sanji obtienne un niveau similaire à celui de Jack, voire celui de Queen. Les fans de One Piece parlent d'un level IC3, IC2, et je dirais entre les deux. Et Zoro qui pourra devenir plus fort grâce à Enma, puisque Enma n'est pas un power-up direct mais bien indirect. En effet, Enma rend bien évidemment Zoro plus fort sous une grosse consommation de haki, comme on a pu le voir lorsque ce dernier coupe la falaise. Eh bien Enma va selon moi jouer comme le Gear 4 de Luffy, c'est-à-dire que la conséquence de cette puissance sera que ses réserves de haki se videront beaucoup plus vite, comme on a pu voir Luffy ne plus avoir de haki face à Doflamingo et Katakuri. Mais en vidant ses réserves et en s'entraînant, il pourra améliorer la qualité de son haki, gérer plus aisément la quantité qu'il utilisera et augmentera ses réserves de haki, lui permettant d'atteindre à la fin de l'arc Wano Kuni un niveau entre IC2 et IC1 selon moi. Tandis que Luffy bien évidemment s'approchera petit à petit du niveau Yonko sans pour autant pouvoir l'atteindre aussi rapidement. Il sera en effet très certainement, selon mes théories, aidé des supernovas pour vaincre Kaido, ainsi on ne pourra pas dire qu'il aura atteint le niveau Yonko aussi rapidement puisqu'incapable de vaincre un empereur seul. Seulement, il aura laissé le fameux niveau IC1 bien derrière lui, puisque déjà presque atteint après son combat contre Katakuri. Luffy aura mis la main à travers les deux derniers arcs sur les maîtrises avancées des haki de l'armement et de l'observation, et pourra donc prochainement évoluer son haki des rois, et pourquoi pas présenter une nouvelle forme, un nouveau gear, qui le propulsera momentanément, quasiment, voire même au niveau d'un empereur. Luffy se rapprochera dès lors selon moi à la fin de l'arc Wano Kuni au niveau amiral, et à la fin du prochain arc au niveau empereur. Et toi, quel niveau penses-tu qu'ils atteindront? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, El Psy, Kongeru.